Bonjour à tous. Aujourd'hui, 3 very intéressantes personnes rejoignent le VIP Club. Elles exercent un métier qui intrigue, qui fascine, qui flirte avec le monde des paillettes. Pas tout à fait artistes et pourtant indispensables, elles dénichent les futurs talents. Leurs yeux et leurs oreilles sont toujours aux aguets. Boudère, Maman, Kerry James, encore Diam, ça vous dit quelque chose? Mais qui pousse et orchestre la carrière de ces artistes? Réponse tout à l'heure, puisque Rachid, Joe Dunoyer et Teufa nous rejoignent pour un VIP Club spécial producteur. A tout de suite. Et notre premier invité pour ce VIP Club, c'est Teufa, producteur. Alors, son nom et son visage, peut-être ne vous disent rien, mais à tous les coups, vous connaissez ses protégés. Si je cite juste Diams et Kerry James, je crois que ça parle à peu près à tout le monde aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Producteur heureux? Très, puisque voilà, le public nous le rend bien, ça se passe très bien. Kerry, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je voulais remercier tous les gens qui ont acheté le CD parce qu'ils nous ont fait une heureuse surprise. On a fait une première semaine totalement incroyable qu'il n'avait jamais fait dans toute sa carrière. Donc, on est super heureux. Voilà. L'album qui s'appelle À l'ombre du show business. À l'ombre du show business. Avec, attention, participation de Charles Aznavour. C'est vrai que déjà que le grand Charles nous ait fait l'honneur de venir cautionner puisque c'est une plaidoirie pour notre musique, pour le hip-hop. Et que lui, il vienne et dise c'est vrai ce que tu dis, vous êtes des artistes et vous n'êtes pas reconnus à votre niveau, ben voilà quoi, bravo. C'est quelque chose que vous auriez imaginé qu'un auteur français aussi reconnu dans la chanson française? Là, pour moi, c'est même plus un auteur français, c'est un monument. C'est quelqu'un qui nous a accompagnés lorsqu'on grandissait en banlieue. Et c'est vrai que moi, Aznavour, c'était plus mes oncles qui l'écoutaient, comme Brassens, et que je l'ai découvert beaucoup par ma famille. Et que c'est surtout quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, on voit sa carrière. Il dit tout le temps que c'est un fils d'immigré. C'est important puisque nous, c'est ce qu'on ressent. Il a toujours dit, il s'est toujours positionné en dehors de tout ça. Il a toujours été là où on ne l'attendait pas. C'est un grand personnage. Il a souffert parce que lui, il a subi le système français de ce qu'on peut appeler le show business. Il a été mis à l'écart. Et avec son talent, aujourd'hui, il a réussi à briller. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Et il est arménien, il s'est battu pour son peuple, il s'est battu parce que bon, en Arménie la situation était difficile et on lui disait qu'il était moche, on disait qu'il était petit, on disait qu'il ressemblait pas à un Français et voilà quoi. Maintenant c'est genre l'artiste, pour moi c'est l'artiste français, voilà c'est l'artiste français, the artist. Il fait partie de la culture française maintenant. Oui et puis surtout il a 84 ans. Et il est venu poser dans un album de rap, c'est quand même exceptionnel. C'est vous qui avez eu l'idée de le contacter? Oui. Ou c'est Kerry James? C'est nous deux en studio. En vrai, ce qui se passe, c'est qu'on était en studio et qu'on cherchait, on voulait un grand chanteur français. Et on s'est dit, le seul, c'est Aznavour. Et vous vous êtes pas dit, mais est-ce qu'il va accepter de venir sur un disque de rap quoi? Eh ben, on avait vu un documentaire où il parlait. Et comme il avait parlé, on a dit, il ne pourra pas refuser. On l'a vu, on l'a rencontré. Jean Rachid... qui est son beauf, a tout fait, a été dans notre sens, nous a aidés. Donc, on se doutait qu'on allait y arriver. Et puis un jour, il est venu au studio à midi et il est venu, il a posé son truc. Ça doit être une grande fierté, quoi, j'imagine. Incroyable, vraiment incroyable, grande fierté. Et surtout, c'est pas, je pense qu'Aznavour, il n'a pas fait un morceau avec Kerry James, il a fait un morceau pour notre musique. C'est-à-dire, il a écouté le texte et il a compris où on voulait aller. Et plus que de faire un morceau avec Kerry James, c'était plus un soutien à cette musique de rue qui n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir, en dehors qu'un 10 sur 3 qui est vendu est un disque de musique urbaine. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule et unique radio nationale. On est d'être la seule musique qui représente qui représente une force de vente comme celle-là, qui a qu'une radio, on a une seule radio nationale qui est Skyrock. On n'a pas d'autre radio. Tout le reste se passe par Internet. On n'a pas de reconnaissance. Encore aujourd'hui, on galère à être invité en émission de télé. Sauf ici sur Demain TV. Ouais, sauf sur Demain TV. Mais
Ce que je veux dire, hein, sauf quand c'est des cas exceptionnels comme Diams où on passe le million d'albums et que tout le monde la veut. Aujourd'hui, il y a tout un tas de mecs qui ont du talent et qu'on voit jamais à la télé. Vous êtes, au départ, vous n'étiez pas vraiment porté sur la musique. Ce que vous vouliez faire, c'était plutôt du cinéma au tout Ouais, départ? enfin, tout au début, quand j'ai commencé, je voulais faire du cinéma. Et j'ai pas eu les moyens de me payer une école. Enfin, voilà, le cinéma est quelque chose d'assez cher. Et voilà, puis je suis tombé dans la musique. Vous avez travaillé comme DJ aussi? Ouais, Pas j'étais mal. DJ. Ouais, enfin, j'étais DJ pour des groupes au tout début, parce que je savais pas rapper. Voilà. Mais le rap, c'était déjà Ouais, une le rap, musique ça qui a vous toujours. parlait. Enfin, c'est-à-dire, j'ai eu, dès l'âge de 13 ans, 14 ans, ça a été le rap. Je suis passé, voilà, vraiment, ça a été. Je suis passé de. Bon, j'écoutais un peu de tout comme musique. Hein. Bon, j'ai pas forcément grandi avec de la soul et de la funk. Moi, ma famille écoutait beaucoup de français, Brassens, Aznavour. Donc, Votre père est français, votre maman est algérienne. algérienne? Ouais. Donc vous avez grandi avec la double culture? Ouais, la double culture. Mais bon, moi, j'ai grandi beaucoup en foyer, puisque mes parents étaient séparés. Donc, ouais, la double culture. Vous Voilà, en aviez conscience quand même plus non, jeune? on s'en rend pas compte. Au début, on s'en rend pas compte, puisque comme mon père est français, j'ai un nom de famille français. Je l'ai pas senti, je l'ai senti bien longtemps après. Puis comme j'ai tout de suite choisi la musique, j'ai rencontré MC Solar tôt, j'ai vachement traîné avec leur équipe, j'ai appris pas mal de choses avec eux. Et bon, j'ai enquillé la musique, j'ai jamais été vraiment confronté au milieu professionnel, à recherche d'emploi. Donc c'est quelque chose C'est-à-dire que dans ce milieu artistique-là, c'était plus simple? Ah non, non, c'était beaucoup plus, c'était très difficile, puisque le rap, il nous prenait vraiment pour des guignols. Mais Après, le rap, au départ, c'était quoi? C'était une revendication? C'était quoi? le rap, ça a Ouais. toujours été une revendication, ça n'a jamais été une histoire d'oseille. Quand on a commencé, il n'y avait personne qui gagnait de l'argent avec le rap. Ça a toujours été une histoire. Nous, on pensait qu'on allait changer le monde. On était des utopistes. Parce qu'on s'est dit, on va faire cette musique, on va leur montrer on va changer le système. Quand on est jeune, on se dit, voilà, quoi, c'était notre manière de nous rebeller. C'était quoi? C'était dénoncer quoi? Le fait que les gens qui vivent, par exemple, en banlieue, vous avez dénoncer les grandi banlieues, dénoncer, banlieue. vous savez, ce qui est drôle, c'est que à cette époque, encore plus que maintenant, c'était impossible de rentrer en boîte pour nous. Dès qu'on sortait du quartier, c'était pas possible. C'était quoi? C'était le côté banlieue ou c'était le côté les origines? Tout. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'intégration, mais il n'y a pas de réelle intégration. Il y a eu une insertion sociale, c'est-à-dire, oui, on a été inséré, mais il n'y a pas eu l'intégration encore. C'est-à-dire qu'on nous tolère. Maintenant, le système nous tolère parce qu'il y a eu tout ça, parce que maintenant, la France, elle est Métissée. Ouais, métissée. Et multiculturelle, ils sont obligés parce que bon, il y a eu tout ça. Et parce qu'il y a aussi des générations de Français. Oui, de Français, puis surtout quand on connaît l'histoire de France, c'est pas brillant. La colonisation. Donc à un moment, il y a quand même un devoir de mémoire à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont un devoir envers nous. Ils ont amené nos parents ici en France, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre, parce il a fallu reconstruire la France. Il y a eu deux gros flots migratoires. Il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu reconstruire la France, et après la guerre d'Algérie en 60, où il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et donc à un moment, on a beaucoup pris, moi je parle des Maghrébins, mais des Africains aussi, pour travailler chez Peugeot, travailler chez Renault, travailler à la chaîne, travailler dur. On les a parqués dans des ghettos. Au bout d'un moment, ces gens, ils existent, et les mecs n'ont pas pensé dans 10, 15 ans, qu'est-ce que ça allait donner, ou dans 20, ou dans 30 ans, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et aujourd'hui, il y a une France qui est comme ça, il y a deux France, bien distinctes, et c'est vrai que moi, ce que je veux, et le rap, on visait vraiment de s'intégrer socialement, pas juste s'insérer. Il y a une grande différence entre l'insertion et l'intégration. Et on va y arriver parce que les choses changent, parce qu'on commence à avoir des banquiers qui nous ressemblent, parce qu'on commence à avoir des gens de chez nous à des hauts postes. Et même quand on voit le gouvernement, même si c'est que le début, ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a des gens issus de l'immigration qui peuvent accéder à des postes comme des ministères, comme des secrétariats, et que qui que ce soit au gouvernement,
ça va dans le sens où ça peut qu'aller en s'améliorant. Et vous croyez qu'on peut parler d'intégration quand on parle de citoyens français? Parce que même si ce sont soit des personnes ressortissant des dom-toms ou enfants d'immigrés, est-ce qu'on devrait parler de... Mais quand ils vont chercher du taf, c'est quand même assez grave d'être obligé de parler d'intégration alors qu'on parle de français, quoi. Qu'on est français. Bah, le problème, c'est que les médias, ils nous ont... Vous voyez, moi, ce qui me dérange, c'est que souvent, dans les médias, on va voir... Karim ou Mamadou en train de dealer en bas d'une cité, dire qu'ils font de l'argent ou sortir des armes. Mais quand Karim et Mamadou deviennent avocats ou docteurs, on ne nous fait jamais de reportage là-dessus. On préfère nous tanner sur l'insécurité des banlieues que de parler de la réussite des gens. Alors c'est sûr que quand les mômes y voient ça, ils ont envie de devenir plus voyous que de devenir médecins. Puisque les exemples qu'on leur montre, on leur dit tu ne peux pas être autre chose que ça. Et aujourd'hui, quand je vois des morceaux comme Banlieusard de Kerry, qui est un hymne à la réussite, t'as beau venir de n'importe où, tu peux aller où tu veux. C'est ça qu'on doit passer comme message aux jeunes. Et ça commence pas par l'école, tout bêtement? Bah justement, c'est pour ça c'est pour ça que moi, je me suis mis dans l'association de Kerry James, qui s'appelle la CES, et qui est une association de soutien scolaire, parce qu'on sait que tous les maux de la société passent par l'éducation. Et ça commence tôt? Bien sûr, parce que quand on fait un entretien d'embauche, on a besoin de savoir s'exprimer. On a besoin de pouvoir parler. Et même la violence, ça vient du fait que quand on n'arrive pas à dire les mots, on a tendance à aller à la violence que de pouvoir régler ça en parlant. Puis aussi le fait de se sentir agressé aussi. Exactement. Et puis de ne pas comprendre ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est ça aussi. Et puis ouvrir ses perceptions, comprendre ce qui se passe, savoir que c'est un système, qu'il faut s'intégrer pour pouvoir dominer, mais pour pouvoir devenir quelque chose. Il faut passer, comme tout le monde, on est obligé de passer par des étapes. Et on ne peut pas prétendre à être révolutionnaire sans se plier à certaines conditions de ce système. Vous pensez que vous avez une responsabilité par rapport au contenu des textes, par exemple, des artistes que vous produisez? Tout à fait. On peut écouter En tout cas, moi, je n'ai pas d'artiste qui incite à la violence, qui incite les jeunes à vendre de la drogue. Et voilà, moi, je bannis ce type d'artiste. Maintenant, chacun fait le rap, est libre de faire le rap qu'il veut. Mais je pense que nous, on a une responsabilité envers les jeunes. Dans le rap. Voilà, bien sûr, on a une responsabilité envers les jeunes. Et moi, je cautionne pas les artistes qui disent aux nôtres de nos banlieues de devenir des voyous, alors qu'on sait que tous les voyous, eux-mêmes, disent qu'il ne faut pas faire comme eux. Les mecs, ils savent qu'ils finissent entre 4 planches ou entre 4 murs. Et je connais aucun voyou aujourd'hui qui a jamais eu de choses dures dans sa vie. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Et la plupart des gens du rap qui parlent de gangster attitude ou de crime, ils n'ont jamais rien fait dans leur vie. C'est des gens... C'est pas du marketing, ça? C'est purement et simplement du marketing. Et moi, je ne pense pas que pour vendre ou gagner un peu d'argent, on doit amener une génération à se suicider ou à s'autodétruire. Ouais. Et vous pensez que c'est important justement qu'il y ait des référents de réussite parmi les personnes qui vivent en banlieue et les jeunes de la diversité, enfin ce que j'appelle la France métisse. Mais demandez à Dia. Dia, c'est un mec qui a réussi, qui vient de la banlieue. Il s'est fait tirer dessus. Est-ce que lui, il aurait envie que ses frères lui arrivent la même chose? Il y a des gens comme Ernest qui ont réussi. Il y a tellement de gens qui caractérisent la réussite. Eh ben, je pense que si on relayait plus ces images-là, plus des images comme Banlieusard de Kerry, plus des choses comme ça, et si les rappeurs faisaient plus attention, je pense que ça aurait des conséquences positives sur toute cette génération. Mais justement, on va pouvoir écouter un extrait de Banlieusard, puisque Kerry James a chanté pour Demain TV au Showcase, et nous avons des images. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants. Banlieusard est fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants. Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche.
Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes papes tous. Les prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a deux France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qu'ils retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat. Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis ma ligne de départ, ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient. Eux investissaient en bourse, j'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué. Est-ce que c'est compliqué quand on est producteur d'essayer de, alors le mot est pas joli, j'allais dire vendre, mais on va dire de promouvoir des artistes qui sont issus de la diversité? Est-ce qu'on est accueilli bizarrement? Est-ce qu'on se dit, ah bah tiens, dans le rap ce sera peut-être plus facile? C'est comment? C'est pas vraiment issu de la diversité, c'est que on est un pays réactionnaire, c'est-à-dire même au niveau musical, dans toutes les industries, on est très réactionnaire. C'est-à-dire que la nouveauté doit faire ses preuves sans les médias, et les médias viennent après. Il n'y a pas d'émissions de variété qui font découvrir des talents. Un Taratata, ils n'aiment pas le rap, tout simplement. Star Academy, si tu n'as pas vendu 200 000, jamais tu y vas. Puis on est tellement suivi d'une mauvaise image qu'en général, les médias ne se cassent pas la tête, ils préfèrent privilégier les groupes de rock ou de variété. En l'occurrence, la question d'origine ne pose pas de problème, c'est égalité pour tout le monde. Ouais, je pense que c'est pareil, ils s'en foutent. Ouais. Parce que à partir du moment où on vend des disques, que ce soit un noir, un rebeu, un portugais, ils s'en foutent. Ouais. C'est l'important, c'est le chiffre que tu fais. C'est en quelque sorte une bonne nouvelle si on a égalité des chances. C'est en quelque sorte une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut travailler autrement. Mais par contre, en ce qui concerne le rap, au niveau des tournées et tout, on est boycotté par les mairies. Et surtout, comme je disais au début, on est dans un pays réactionnaire. C'est-à-dire que le temps qu'ils assimilent qu'il y a du business à faire avec les étrangers, qu'il y a du business, il y a des choses à créer, qu'il y a des ponts à créer, qu'il faut aider les jeunes entreprises, quand on voit la tête des banquiers, quand voilà, c'est que des gens qui ne comprennent rien. Enfin, moi, j'ai monté un studio qui s'avère très rentable. Pour faire les crédits, ça a été un enfer. Ouais. Ça a été un enfer. Les gens ne comprenaient rien de rien. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est quoi, parce que le rap, ça fait peur? Pas seulement le rap, mais juste que techniquement, ils y connaissent que dalle. Enfin, ce qui est pas mal aux États-Unis, c'est que les mecs qui font des crédits, c'est des gens qui ont déjà réussi à faire des startups, à faire des... C'est des gens, ils analysent les risques des projets, tout ça. Ici, on a des gens, ils ne savent pas. Ils prêtent, c'est un peu le loto, quoi. Voilà, on a une chance sur 10 que ça marche. Et c'est vrai que tant que ça sera comme ça, tant qu'il n'y aura pas des aides aux créations, à dynamiser l'entreprise, à dynamiser les idées en banlieue, ou je ne sais pas comment, moi je ne suis pas politicien, mais bon, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'on est dans une situation un peu compliquée. Puis il faut que les jeunes et des banlieues et les jeunes de la diversité comprennent qu'ils ont leur place en France et qu'il y a des choses à faire et qu'il y a des perspectives. Mais ils l'ont compris, il y en a plein qui l'ont compris. La dernière fois, dans une émission, on était avec Kerry, on disait un mec qui monte un réseau complexe dans le banditisme, avec les machins, les prises de tête, il peut, lui, dans une société, il peut faire quelque chose de dingue, quoi. Ce truc qu'ils ont appris, cette stratégie est appliquée à la vie sociale et cette détermination à gagner de l'argent et à prendre des risques est mise au sein d'une idée ou d'une entreprise, je pense que ces mecs-là, ils peuvent juste retourner le pays, quoi. Et quand je dis retourner le pays, c'est construire des empires, voilà, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est très important, quoi. On va écouter un extrait de Diams. Ouais. Un extrait sonore, ça s'appelle Feuille blanche. Ouais, okay. Comme quoi le rap, ça marche aussi. On écoute.
Alors qu'il est, je suis en instance de divorce. Une fois de plus, j'ai foutu en l'air un homme et son désir d'avoir des gosses. Je t'ai connu, j'avais le sourire et je t'aimais grave. 6 mois après, je ne te veux plus dans mes bras. J'ai beau te trouver des défauts, créer des conflits. Tu dis que je suis schizo et que c'est ça qui nous détruit. C'est vrai, t'es un mec en or et toutes les filles te veulent. Je suis désolé mon cœur, mais tu n'es rien devant ma feuille. J'ai beau me dire que j'ai passé l'âge des passades, qu'il faut que je me casse car une femme c'est stable. Mais non, je fais semblant d'être belle, semblant de te plaire. Peut-être que je recherche un père plutôt qu'un mec, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je vais tout foutre en l'air. Toi, ta belle bouche et tout l'amour que tu me fais. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, pars en silence. Tu n'es plus l'homme de ma vie face à ma feuille blanche. Je vous voyais sourire. Non, parce que ça me rappelle des souvenirs. J'ai pas trop écouté l'album depuis qu'on l'a fini. Enfin, je l'ai entendu à la radio. Mais c'est vrai que c'est une super période de ma vie, des super moments. C'est une artiste fantastique. Elle est sincère, elle est à vif. Vous avez prévu ça? Chez Vive. Hein? Vous aviez prévu un succès pareil? Non. Pour Diams? Non, on ne peut pas prévoir un succès comme ça, c'est imprévisible. Les gens qui me disent qu'ils pouvaient prévoir ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que nous, quand on est sorti du studio, on voulait faire nos 100 000, notre disque d'or ou notre double disque d'or. Et la première semaine, on a fait 50 000, ce qui était incroyable. C'était la joie. Puis cet album, moi, j'ai tout collectionné avec cet album. On a été numéro 1 des clips, numéro 1 des singles, numéro 1 des albums. On a été numéro 1 des téléchargements, numéro 1 des sonneries. C'était un truc, ça a été 2 ans de folie. On a eu un disque de diamant, on a eu des disques platine en Belgique, en Suisse. Ça a été incroyable. Et je vois Mélanie, parce qu'on se voit souvent. Là, on prépare le nouvel album. Et je vois, c'est la même, quoi. Toujours aussi faux-folle, capable de faire des conneries avec Jamel dans la rue, comme si c'était deux anonymes. Et après, d'être dans un studio en train de diriger un orchestre philharmonique. Et elle est incroyable, quoi. Vraiment, c'est une artiste hors pair. Vraiment, c'est... Il n'y a rien à faire avec elle. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée, elle a un sens artistique. Et voilà, quoi. Et nous, on a vu ce qu'elle a fait, quoi. C'est super boulot. On vous sent très fan. Ouais, hein? On vous sent très fan. Ouais, fan. De toute façon, moi, si vous me voyez quoi. travailler avec des artistes, c'est qu'à la base, je suis fan, je ne me force pas. J'ai refusé Popstar malgré l'argent qu'il y avait. C'est à la base, à un moment, on a un code de déontologie, je fais ce que j'aime. Que ça plaise ou pas, après, moi, je m'en fous. Moi, je pense que c'est ça la vraie richesse. C'est ce que les gens, en dehors de l'argent qu'on peut générer, c'est de se lever chaque jour et de se dire qu'on va faire ce qu'on aime. On va faire un métier qu'on kiffe. On va être heureux d'aller. Moi, quand je vais au studio, je vais m'éclater, quoi. J'ai envie de kiffer. Je parle avec mes artistes. On essaye tout le temps d'essayer des choses. Avec Kerry, c'était incroyable. On a fait énormément de trucs. On a des chorales, on s'est fait des grands délires, quoi. Il y a encore plein de choses qui vont sûrement venir. Je vous propose d'accueillir quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Vous le connaissez peut-être pas, vous allez le découvrir. C'est un autre producteur. Il produit des humoristes, donc un travail peut-être un peu différent. C'est Rachid. Rachid, entrez. Rachid, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans le VIP Club. Merci. C'est moi qui vous remercie. Il me semble que vous vous connaissez tous les deux. Ah ouais, moi, je le connais bien. En tout cas, parce que, dans ma carrière, il a toujours été présent depuis le tout début, puisqu'il connaissait un très bon ami de ma famille, d'un de mes oncles. Et c'était un genre de personne que quand j'avais des doutes, je venais voir. J'avais des discussions en dehors de tout ce qui est musique et business. C'est quelqu'un qui m'a toujours donné des conseils, qui a une vision hyper large des choses. Et d'ailleurs, sur le dernier album de Kerry, je l'ai invité au studio, je lui ai demandé son avis, je lui ai fait écouter. J'aime bien, parce qu'il a quand même ce recul. Il a toujours été, puisqu'il a fait de la musique aussi, il était toujours avant-gardiste. Il y a des mecs comme Corneille, je pense pas qu'ils en seraient là si lui n'avait pas été là.
Mélanie lui a filé un super coup de pouce à Diams, faut le dire. Et il a fait énormément de choses. Et je pense que chez nous, en tout cas, c'est Rachid, quoi. C'est monsieur. Je te remercie. Hein, c'est la vérité. Rachid, vous êtes donc producteur. Ouais. Vous produisez un artiste que Tefa aime beaucoup, Bouder, Oui. humoriste. Bouder et Bounaï aussi, il n'y a pas Bounaï, que il y en a un autre là, j'ai signé dernièrement, qui s'appelle Kian. Et alors, vous êtes donc français d'origine algérienne? Non, oui, mais j'ai encore ma petite carte de résidence et je suis né en France. Il est pure souche, lui. Votre famille, vos parents sont arrivés en France Mon père est arrivé en France en 1940. Ma mère l'a rejoint beaucoup plus tard. Pendant la guerre d'Algérie? Pendant la guerre d'Algérie, oui. Ouais. Et alors, Ma mère était une militante du FLN, ce qu'on appelle aujourd'hui une moudjahidine. Et alors, il me semble que votre père, quand il était en Algérie, était professeur. Ouais. Il parle plusieurs langues couramment. Ouais. Et qu'en France, il a travaillé comme ouvrier. Il a commencé comme coursier. Enfin, il a fait plein de petits boulots. Et il a travaillé chez Simca pendant 30 ans en tant que madoff, quoi. Il travaillait à la chaîne. Vous rendiez compte, vous, en grandissant, qu'il y avait un statut social qui n'était pas le même pour votre père, qui avait un bagage dans son pays et en France? Vous vous rendiez compte de ça ou pas? Non, du tout. Il n'en parlait pas? Non, non, non. Est-ce qu'ils ont entretenu le lien avec l'Algérie? Ouais, toujours. Toujours, il y a toujours eu un lien tous les ans. De toute façon, on connaît ces émigrés qui partent tous les ans en Algérie parce qu'ils ont besoin de se ressourcer, quoi, de pouvoir sentir les odeurs, être... Mais voilà, quoi. Il y avait l'espoir de retourner là-bas? Ouais, mon père a travaillé chez Simca pendant 30 ans et il nous a toujours dit, mais déjà, môme, le jour de ma retraite, je partirai. Ouais. Et le jour de sa retraite, il est parti. Ah oui, il est... Ouais, il est vraiment parti. Vraiment, le jour où on lui a annoncé qu'il était retraité, il est parti. Et ça n'a pas été difficile, justement, de se réadapter après avoir vécu en France? Non, peut-être pas pour mon père et ma mère, mais pour mes petits frères. Il a emmené tous les petits, on est 15 frères et sœurs dans la famille, donc c'est quand même une grande famille. Oui. Et les grands sont restés là, ceux qui étaient déjà installés, mariés, enfin. Mais pour les petits, ouais, ça n'a pas été évident au départ. Ils ont arrivé en Algérie, ils ont ressenti, c'est marrant, ils ont ressenti ils étaient rejetés. Quand les petits frères et les sœurs à l'école ont été rejetés là-bas. Vous étiez considérés comme des petits Français? Ouais, les petits émigrés qui viennent. Ils faisaient l'amalgame entre les harkis et voilà, quoi. Et au départ, ça n'a pas été aussi facile que ça, quoi. Après, bon, sur la longueur, ça a été, mais au départ, non. Et vos frères et sœurs, ils se sentaient français, ils se sentaient algériens, les deux? Aucun des deux? Je pense qu'ils étaient trop petits pour pouvoir... poser des mots? Ouais, poser des mots, mais... non, je pense qu'ils se sentaient où ils étaient, quoi. C'est-à-dire, ils étaient en Algérie, ils se sentaient algériens, quoi. Quand ils étaient en France, ils se sentaient français, tout simplement. Il y avait une vraie double culture. Ouais, il y avait ouais, tout à fait, ouais. Vous avez grandi à la Courneuve? Ouais, au 4000. Au 4000. Ouais. À une époque où il y avait une vraie mixité encore dans ces quartiers-là. Ouais, c'est les années... Moi, je suis arrivé en 69. De 0 à 9 ans, j'étais à Paris, et de 9 à 22, j'étais au 4000 de la Courneuve. Donc je fais partie de cette génération qu'on dit à l'ancienne, génération 70, quoi. Ouais. C'est-à-dire où toutes les populations se côtoyaient? À la base, les 4000, moi, où c'est que j'étais, les 4000, ils les ont fabriqués pour les rapatrier d'Algérie. Donc c'était beaucoup de pieds noirs et juifs algériens qui étaient là-bas. Ensuite, il y a une grande communauté kabyle qui est arrivée. Il y avait les Chinois aussi, et il y avait un vrai mélange, quoi. En grandissant ici, est-ce que vous avez, je vous ai posé la question tout à l'heure, Tefa, est-ce que vous aviez l'impression d'être un citoyen à part entière de ce pays, ou est-ce que vous étiez traité différemment, ou est-ce qu'on vous faisait sentir que vous n'avez pas les mêmes... Moi, j'ai un vrai problème avec l'intégration. Oui. Avec l'homo, j'ai un vrai problème. Je ne comprends pas comment on arrive à dire à des gens faut t'intégrer si
Si la personne est née ici, elle a vécu ici, elle a sa famille ici, elle va à l'école ici, elle prend de la culture, quoi. Et on lui dit non, mais ouais, tu t'es bien intégré. Moi, le mot intégré, ça me parle pas du tout, quoi. On est français ou on ne l'est pas. Point, c'est tout. Et à l'école, vous étiez justement traité comme tous les autres Français ou est-ce que Ah non, moi, à l'école, pour moi, personnellement, c'était une catastrophe. Hein. Pourquoi? Parce que j'avais déjà un directeur qui était, on va dire le mot, hein, qui était raciste, quoi. Mais vraiment. Et un jour, je vais vous raconter l'histoire comme ça, je ne vais pas faire long. Il y a eu un vol dans l'école. Le directeur a convoqué 8 petits gars. Dans les 8 petits gars, j'étais dedans. Et donc lui, pas cherché à savoir. Il y en a un des 8 qui a... C'était la veste d'un prof qui avait disparu, enfin bref. Et il nous a mis 7 heures dans une cave en me faisant croire qu'il y avait des rats dans la cave. Donc moi, je suis rentré dans la cave avec mes potes. J'étais comme un fou à trembler pendant 7 heures. Le directeur de l'école, qui dit ça. Carrément, ouais. Et le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, empoisonné quand même, c'est que à la rentrée, à l'époque, c'était des écoles filles et garçons. C'était pas les écoles mixtes. Et ben, il m'a fait rentrer dans l'école des filles, quoi. C'est que je me suis retrouvé quand même le seul mec parmi une école de filles. J'étais dans une école de filles. C'était la punition. Et un jour, je l'ai croisé, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, c'est comme ça. Et donc, j'ai fait... et moi, j'ai fait un vrai... Rejet? Ouais, j'ai fait un rejet sur l'école. Tu l'as rendu la veste au final? Hein? Tu lui as rendu sa veste? C'est pas moi qui l'ai pris. C'est pas moi qui l'ai fait pour une fois. Non, mais la parole. Je veux dire, non, mais vraiment, là j'étais innocent, quoi. C'est pas moi. Cette fois-là, c'est non, ça. c'est pas moi. Non. Mais t'aurais dû passer le plan, ils auraient tous volé des vestes, ils seraient finis dans l'école des filles. Ouais. Tu sais, un truc pour passer dans l'école des filles, tu tapes une Non, mais veste. après, ça a été avec les filles. Mais c'est vrai que moi, je traînais dans la rue, quoi. Moi, j'étais beaucoup dans la rue, hein, même si j'étais entouré d'amour et que j'ai eu une éducation, j'étais souvent dehors, quoi, avec mes potes. Vous avez l'impression que le système éducatif vous a un peu lâché? Ah non, mais moi c'est simple. Le fait que j'ai fait un blocage, en CM1, on m'a dit, bon, CM2, tu vas passer, mais c'est vraiment, on va se forcer. Et ensuite, ils m'ont dit, bon, c'est simple. Il y a eu réunion des parents. Ils m'ont dit, voilà, ils ont dit à mes parents, votre fils, ça sera soit la menuiserie, soit la plomberie. J'ai dit, non, mais il n'y a pas peut-être un choix, je sais pas... Une autre option? Une petite option, n'importe laquelle. Ils m'ont dit, non, c'est la plomberie ou la menuiserie. Et je me suis retrouvé dans une école de CPPN. CPPN, c'est des écoles pour des retardés, quoi. C'est comme ceux qui ont vraiment... ouais, mais je me suis retrouvé là, quand même. Hein, Ah, bah ouais. Tu vois. Une voie de garage, quoi. Ouais. Et à l'école, là-bas, il y avait 3 ateliers. Il y avait plomberie, menuiserie et couture. Après l'école de filles, vous n'avez pas J'ai trop dit, bon, la couture. Non. À l'école des filles, ça va être un peu dur, quoi. Et c'est marrant parce que moi, je les ai faites. Moi, je dis pas, on m'a dit. Moi, j'ai vraiment vécu ces écoles-là. Et la majorité, c'était des beurs. Donc, à un moment, tu te dis, mais merde. Et... Ben, je trouve ça vachement... Je comprenais pas, quoi. Et puis en plus, dans cette école, moi, où j'étais, t'avais des mecs, c'était des génies. Moi, je connaissais un mec qui s'appelait Mamadou, qui dessinait, mais incroyable, quoi. Et j'ai dit, et je me disais, mais pourquoi il s'est dessiné, le mec, c'est un génie au dessin. Eh ben, on peut peut-être l'orienter sur... non, on l'a mis à la mécanique. Rachid, vous avez... Avant même de commencer ce métier-là, je crois que vous fréquentiez pas mal Smaïn à l'époque où il a commencé. Ouais, c'est vrai. Smaïn, dans les années 80, avec Pascal Légitimus, c'était les 2 seuls Français... Ah, mais Smaïn, il a... Français divers, on va dire, de l'époque, quoi. Ouais. Vous vous en rendiez compte à l'époque ou pas? Ouais, parce que moi, je sais que... Non, mais Smaïn, ça a été le déclencheur. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu son spectacle, c'était au Café de la Gare à l'époque, c'était en 83 ou 84, j'étais sonné, quoi. Mais j'étais sonné le fait de voir un beurre sur scène.
J'étais sonné, rien que pour... Il n'y avait pas besoin d'ouvrir la bouche, j'ai dit ça existe. Ouais. Mais vraiment, j'ai eu cette réaction, quoi. J'ai dit, je comprenais pas. Voilà, quoi. Ça a eu un impact. Ouais, vraiment, ouais. Ouais, mais je pense que Smaïn bah, il a parlé à plein de gens à l'époque. Hein. Il était tout seul, surtout. Hein. Il était vraiment tout seul. Il y avait Farid Chappell à l'époque aussi, qui était là. Il ne faut pas l'oublier, Farid, qui était un très très bon sur scène que j'avais vu, moi. Et puis voilà, non, moi je pense que Smaïn a ouvert des portes. Et puis il a la carrière qu'il a, et puis il continue, et puis tant mieux pour lui, quoi. Bah là, on est en 2008 et il y en a d'autres du coup, qui sont apparus. Ouais. On va en profiter pour regarder celui que vous produisez, Boudère, qui plaît à Teufa. Non, moi j'adore. Non, mais sans rigoler, je suis vraiment. Il est dur, hein, Teufa. Il est un peu. Non, mais il est dur. Hein. Je sais que ils m'ont invité une fois. Moi, j'y étais. Je me suis dit, bon, je vais voir. Je suis sorti. Je suis venu 4-5 fois le voir. J'ai ramené des gens. Franchement, il est trop fort. Vraiment trop fort. Parce que ça passe de l'humour grinçant à la dénonciation, en passant aussi par il vanne, quoi. Il tient, le mec, il a un genre de charisme. C'est un petit bonhomme, il tient la salle tout seul. On va regarder tout de suite un extrait pour que vous ayez un petit aperçu du spectacle de Boudère. On regarde tout de suite. Le meilleur moment de ma vie, je l'ai passé en BEP. Parce qu'il y avait des mecs dans ma classe d'une autre galaxie. Il y avait un mec dans ma classe, il a arrêté l'école parce qu'il n'avait plus d'encre dans son stylo. Il y en avait un autre tous les trimestres, il avait des encouragements. Moi, je trouvais ça bizarre parce qu'il savait ni lire ni écrire. Sur son bulletin, il y avait écrit « Encouragement à quitter l'établissement ». Il y avait aussi Chiquito, un pote à moi, un gitan. Non, parce que quand il parle, personne ne comprend. Passer le mot au cou. Je comprends pas, je parle quoi, toi, là? C'est le gars de Joe qui m'a dit. Et sinon, on avait son équivalent, un hindou. On l'appelait Devdas. Lui, non seulement on ne comprenait pas ce qu'il disait, mais à chaque fois qu'il finissait de parler, il dansait et il chantait. Barakadif, barakadif, barakadif. Et il y en avait un autre tout le temps, il dormait en cours. Une fois, le prof, il est parti le voir, il a dit, oh, ça ne peut plus durer. Bon, monsieur Ping, vous êtes mort ou quoi? Ah, arrêtez de m'appeler Ping. De m'appeler Ping. Mais putain, c'est facile à dire, Ping, il n'y a que 2 syllabes. Ping, oui, de thé, moi, je ne veux pas d'embouille. Oui, de thé, la nuit, t'es fait pour dormir. Mais moi, la nuit, je fais de la couture, hein. Voilà, extrait du spectacle de Boudère, et puis on va le voir aussi bientôt au cinéma, je crois. Ouais, il y a une préparation de long métrage, c'est signé. Et ça va s'appeler, c'est une comédie, qui va s'appeler 118-318. Ça parle des call centers, des plateformes téléphoniques, quoi. Vous l'avez coécrit? Vous avez Non, moi c'est un ami à moi, Dave Cohen, qui a écrit ce scénario d'une idée d'Emmanuel Jacquinet. Et en venant voir le spectacle, voilà quoi, il est arrivé, il m'a dit voilà, j'ai l'idée de faire ça. J'ai dit il faut lire. Il dit bah, c'est un ami à toi qui l'écrit. Je dis voilà, mais il faut lire. Et j'ai lu et j'ai trouvé ça intéressant. Et ça, ce serait pour l'année 2009? Ouais, c'est en tournage au mois d'août. Au mois d'août. Ouais. Il faudra revenir au moment de la sortie. On sera là. Mais de toute façon, moi, je vais faire toutes mes émissions ici. Parfait. Voilà, je vous le dis, toute ma promo va se passer dans ce carré. Vous avez votre place sur le canapé, exactement. tout va bien. Voilà. On va mais regarder... vraiment, je le pense vraiment. Eh ben, mais j'espère bien. Vous pensez vraiment. On va regarder un extrait d'un autre spectacle d'un artiste que vous produisez, qui s'appelle Bounaï. Ouais. On va vous remercier, Teufa, d'être venu, parce que je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Poteau, hein. Merci beaucoup d'être venu. Vous revenez quand vous voulez dans le VIP Club. On regarde tout de suite un extrait du spectacle de Bounaï. Ma mère, c'est une déglingo. Je vous jure, un jour j'étais au marché avec elle, elle voulait s'acheter des échalotes. Bonjour monsieur, c'est combien l'échalote là? 2,50 € l'échalote? C'est cher pour des salopes. J'espère que c'est des grosses salopes. Je vois des mecs qui rentrent avec des problèmes d'élocution et psychomoteurs. Wesh, ma gueule. Tranquille, tabou. J'étais comme ça, mais merde! Je suis dans un train qui va à Lourdes ou quoi? Extrait du spectacle de Bounaï, La France aux Chinois. Ouais. Que vous produisez. Que je produis,
je mets en scène aussi. Vous mettez en scène. C'est le deuxième avec qui j'ai eu vraiment envie de bosser avec ce mec. Vraiment, parce qu'il est... mis à part la production, il est humain. Et d'être humain, c'est hyper important, quoi. Il a une vraie sensibilité. Et moi, je sais que je suis toujours à lui dire les choses un peu... J'ai l'impression de parler à mon gosse, quoi. Il est vraiment comme ça. Et il a une patate et j'aime beaucoup son écriture. Nous allons accueillir notre troisième invité. Il est producteur, lui aussi, c'est Joe-Joseph Dunoyer. Il va nous rejoindre dans le VIP Club. Entrée. Joe-Joseph, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous vous connaissez tous les deux? On se connaît? Si, bien sûr. Oui, bien sûr qu'on se connaît. Tu veux vanner? Tu veux commencer non, par vanner? Non, pas du tout. Parce que moi, je suis calme depuis tout à l'heure. Non, c'est pour ça. Moi, je suis pas fan de la vanne, mais bon. Si tu veux, on peut faire... On se connaît très bien. C'est un petit milieu, la production? Enfin, non, un petit milieu, non, mais on a des affinités avec certains et d'autres, voilà. Et Joe, c'est un mec qui m'a déjà invité sur ses Ouais, sur le plateau de la Assemblée du Monde, qui était terrible en plus. En plus, j'ai découvert des artistes à travers lui. L'Assemblée de l'humour avec des artistes comme Phil Night, Darwin, avec Maman. Ouais, avec Maman, avec Phil Darwin, avec Jal, des gens que vous connaissez très bien ici. Je connais bien, que vous connaissez aussi, vous les avez vus sur les films de demain. Avec d'autres, voilà quoi, c'était un collectif, je dirais. Qui s'est baladé un peu, vous êtes allé du côté des Antilles, qui s'est baladé un peu, on est parti aux Antilles, on est parti Réunion, au Maroc, la Guyane aussi, en Guadeloupe, Martinique. La Suisse aussi, je crois. On a fait la Suisse, je vois que vous êtes bien renseigné, c'est bien. Ça avance. Ça avance. Pas mal. Je crois que c'est important, tu disais, le milieu est petit, je ne sais pas, mais en tout cas, nous on fait un job avant tout, on aime ces artistes, on les aime et on leur donne cette possibilité d'avoir une vitrine pour que d'autres puissent les découvrir et après les amener un peu le plus loin possible. C'est tout simple, le côté humain, quoi. Voilà. Et on n'a pas les moyens de major, mais avec, non, malheureusement, mais avec le cœur et l'envie et la passion qu'on a, donc je peux parler d'un artiste aussi que je me suis occupé qui s'appelle Patson avant qu'il soit installé. Donc pour moi, après, quand je vois les artistes évoluer, donc je suis content du travail. Vous êtes français originaire de la Guadeloupe? Ouais, je suis français originaire de la Guadeloupe et de Sainte-Anne plus précisément. Et vous êtes arrivé en métropole, comme on dit. Vous aviez quel âge? Ouais, je suis arrivé ici il y a 10 ans et puis voilà, l'histoire, on grandit aux Ulysses plus précisément, dans le 91 et puis on a grandi et puis voilà quoi. Et le décalage entre la Guadeloupe et la métropole, ça n'a pas été rude? Ben, le froid, ouais. Puis je crois que j'étais arrivé au mois de septembre ou octobre. C'était pas la bonne période. Non, c'était pas la bonne période. Et puis voilà, non, tranquille. Hein. Quand tu as 10 ans, voilà, quoi, c'est une découverte, tu es contente, et voilà, quoi, tu retrouves la famille. Il n'y a pas de problème avec les camarades à l'école? À ce moment-là, c'est pas des choses qui... Non, est-ce que tu as fait les CPPN? Non, alors t'es pas bon. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure, tu as fait les CPPN. Non, mais si, en fait, quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc c'est encore avec... c'est encore, je dirais, c'est inconscient, quoi. On a l'école avec les jeunes, ça se passe, bien sûr, on rencontre, je pense que tu veux savoir si j'ai rencontré le racisme. Oui. Bien sûr, j'ai rencontré, mais c'était pas encore assez présent. Après, quand on arrive à l'âge, je pense 16-17 ans, là on se rend compte un peu plus, quoi. Mais après à l'école, quand j'étais jeune, non. Et quand vous rentrez dans la vie active, ouais, voilà, je pense à ce moment-là, c'est là qu'on se rend compte qu'on cherche un boulot. Ouais, mais moi, c'est marrant. Qu'on veut aller danser, parce qu'à cet âge-là, on a 18 ans, on a envie d'aller en boîte de nuit. On est conscient de ça aussi, quand tu as 18-19 ans, tu achètes ta première voiture et puis tu vois les contrôles, comment ça se passe. Là aussi, tu as des frustrations. Donc, il y a ce type de contrôle, on sait que ça existe, mais est-ce que c'est pas plus traumatisant quand ça arrive, quand on a un diplôme et qu'on se présente à un boulot et qu'on nous dit... Ah, ça c'est chiant aussi. Hein. Quand on cherche un boulot, quand on cherche un stage, quand on a fait son cursus. Voilà, c'est ça en fait le compte, c'est là, et c'est là que tu te rends compte. Aujourd'hui, la conscience est beaucoup plus forte que maintenant. Moi, je parle de ça il y a 20 ans. Moi, je suis arrivé pour des postes, j'ai fait des études pour être un informaticien. Je suis arrivé chez un employeur, Rachid. Et quand le mec m'a vu, en fait, quand on a discuté, je me suis déplacé pour ce job. Il m'a dit, tu m'intéresses, mais c'est dommage, je ne vais pas te prendre parce que tu es noir.
Quand on te balance ça dans la gueule comme ça, à un moment donné, tu dis c'est quoi? très dur. Ouais, c'est dur. Hein. Mais au moins, je dis, ce mec-là, il a eu la force de me le dire en face. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne te disent pas, qui vont trouver des excuses. Qui nous voient. Comme Maman, il fait. Tu parlais de Maman tout à l'heure, quand il parle, on recherche un logement, on a souvent quelqu'un qui nous dépasse dans l'escalier, qui est invisible, l'homme invisible, tu vois. On ne le voit pas, celui-là, non, on ne te le dit pas. Il a... Tandis que lui, il me l'a dit, tu vois. Et ça a changé quoi? Ça a changé quoi? En fait, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, vous savez quoi, monsieur? Et je citais son nom, il s'appelle Jacques Janowski, tu vois, c'est un mec qui est d'origine, t'imagines. Il dit, vous savez quoi, monsieur Janowski? Vous me laissez un mois. J'avais fait une petite étude sur la société dans le temps, parce que tu venais pour montrer que tu es compétent. Et j'ai fait une petite étude sur sa société. Je dis, vous me laissez un mois, je reviens vous voir et après on discute. Comme ça. Hein. Parce que j'avais déjà ma voiture, j'ai 700, j'avais déjà ma voiture, c'était pour être commercial. Il m'a dit, en plus, t'as une grande gueule. Il me dit, vas-y. Je suis revenu un mois le voir, ce gars-là, avec des contrats signés, mon frère. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Moi, j'ai pas eu ce... J'ai pas des excuses, au moins. Non, il m'a pris dans sa boîte. C'est-à-dire, voilà, il m'a pris dans sa boîte. Pour moi, la victoire, elle était là. C'est-à-dire, un mec qui n'avait jamais embauché un black et qui ne voulait pas par rapport, soi-disant, à ses clients qui étaient des institutionnels, trucs comme ça, il m'a embauché dans sa boîte, comme commercial, et j'ai fini dans sa boîte, directeur commercial. 3 ans après, je suis parti avec un Chinois, j'ai monté ma première boîte. Et puis l'histoire de Dieu est partie jusqu'à aujourd'hui. Mais Tofal l'a bien expliqué tout à l'heure, quand il expliquait que on retient le feu, on retient la casse. Et qu'on ne montre pas assez les réussites. Bah, bien sûr. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont avocats, qui ont des postes incroyables mais vrais, mais voilà quoi. On n'en parle pas. Non. Mais vous, Joe, vous êtes assez investi dans vous avez créé plusieurs magazines sur la Caraïbe, notamment pour promouvoir, pour montrer ce qui se passe. À un moment donné, tu es obligé de montrer quoi. J'ai eu des magazines, en fait, quand j'ai eu 2 magazines. J'ai eu un premier qui s'appelle Galaxy, j'ai eu un deuxième qui s'appelle Transactions Caraïbes. C'était un magazine qui permettait aux gens, si tu voulais investir dans la Caraïbe, l'océan Indien, ou les Antilles, au niveau des terrains, tout comme ça, en fait, voilà quoi. Vos premières productions musicales aussi, c'était aussi à cette période-là aussi, c'était le zouk. J'ai produit un mec, je ne sais pas si tu as connu, qui s'appelle Daddy Yod, un ancien. Ah, je connais. Voilà, donc ça a commencé comme ça et puis j'ai toujours continué là-dedans. Mais c'était une volonté de départ de mettre en avant la Caraïbe et les Antilles, ou c'était en réaction parce que vous étiez pris des claques ici ailleurs, de chez lui, je suis parti de cette boîte. Je n'ai pas été tout de suite dans comment dirais-je, dans la production ni afro, même au niveau de magazine. On a monté avec ce chinois, je suis parti avec ce chinois, on a monté une structure qui s'appelle Future Génération. C'était une société de, comment dirais-je, de marketing pour les PME, quoi. Donc, et c'est de là, après, avec l'expérience, parce que le temps passe aussi, on grandit, on apprend, on voit les choses et les gens te voient différemment aussi. Les gens te voient différemment aussi par rapport aux moyens. Les gens te voient différemment quand tu es avec eux, ils te disent ouais, mais t'es pas comme les autres, ça on l'entend, on l'a entendu. T'es pas comme les autres? Ouais, t'es les pas autres comme les autres. Voilà, mais ça on l'entend tout le temps. Ouais, mais ça c'est le pire. Hein. Mais c'est grave. Moi je préfère quelqu'un qui me regarde dans les yeux et qui me dise ça à l'arabe, que quelqu'un qui me dise toi t'es pas comme les autres. Ouais, mais on entend. Pour moi ça m'agresse plus quoi. Ouais, mais malheureusement, même maintenant encore on entend. Ouais. Même maintenant encore on entend. Un exemple, c'est-à-dire avant les élections, avant les élections présidentielles, j'étais dans un café et je l'ai entendu ça encore. Mais parce qu'ils te connaissent, ils ne connaissent pas l'autre. Donc ça te montre aussi la pensée des gens, ce qu'ils ont derrière. Quoi. C'est pour ça que je dis, on parle souvent le racisme, bien sûr qu'il existe. Mais l'image qui est véhiculée, elle est toujours... elle est dangereuse, quoi. À chaque fois, quand vous regardez les reportages qu'il y a sur TF1, il y a des fois, ça fait vraiment peur, quoi. Ouais, mais je crois que même si... Non, mais ça fait peur, pas dans le sens où ce qu'on voit... non, ça fait peur... tu dis, mais c'est quoi ce baratin, quoi? Ouais. Parce que c'est pas possible. Ouais, tu parlais tout à l'heure, je t'ai entendu parler de l'intégration, c'est vrai. Non, l'intégration, moi, c'est un mot... Moi aussi, c'est comme l'école, je l'ai fermée. Comment tu peux demander à quelqu'un de s'intégrer quand il est citoyen français? Voilà, donc quand il a été à l'école de la République, c'est pas possible. C'est-à-dire, on peut pas dire... Vous y croyez encore, liberté, égalité, fraternité? Ouais, il faut y croire. Si. Ouais, il faut y croire. Ouais, si, bien sûr, il faut y croire. Non, mais bien sûr. Il faut, bien sûr, sinon... Enfin, ce pays, la France a une histoire. Non, mais il y a quand même des gens qui sont là pour soutenir des causes. Il y a des gens qui bougent dans l'ombre. Il y a plein de gens qui font avancer les trucs, quoi. Mais non, il faut y croire. Bien sûr qu'il faut y croire. Il y a maintenant la haute autorité de lutte contre tout ces trucs concrets, la haute autorité, tout ça. C'est pas ça le problème. Le problème, à un moment donné, c'est quoi concrètement? C'est, pour moi, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, il y a des gens
La France s'est faite avec la colonisation, tout le monde le sait. Je veux dire, moi, on ne nous a pas demandé de venir ici. Au départ, quand la France a fait appel à sa colonie, c'est parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Nos parents sont venus ici, on est d'accord. Nous, les enfants qui sont venus à 1 an, 2 ans, on ne nous a pas demandé si on voulait. Mais nos parents sont venus parce que... Mais c'est comme le fils du harki. Voilà, ils avaient besoin de travailler, ils avaient besoin d'argent, ils sont venus travailler ici. On leur a demandé, ils sont venus, ils travaillaient, ils n'ouvraient pas leur gueule, ils allaient travailler, ils rentraient. Ils ont fait des enfants qui sont nés ici. Ces enfants, ils ont été à l'école ici. Ils ont grandi ici. Mais c'est marrant parce que... ouais, excuse-moi. Ils ne connaissent pas forcément... Et qui ne connaissent pas forcément l'autre côté là-bas. C'est marrant parce que je suis en train de penser à un truc, c'est que dans chaque famille maghrébine, peut-être plus maintenant, mais à une époque, il y avait toujours, dans la chambre des parents, il y avait toujours une valise prête pour partir. Ouais, non mais c'est vrai ça. Moi, chez moi, je sais que je l'ai vu ça. Il y avait toujours une valise en haut, prête au cas où ça va, si au cas où ça se passe mal. On s'en va. On a juste un truc à faire, c'est de prendre une valise, quoi. Tu vois, donc... Et pour finir, je dis, quand tu grandis ici, tu vas à l'école de la République, tu parles la langue, comment tu peux demander à quelqu'un de s'intégrer? À partir du moment où tu parles d'intégration, c'est déjà, il y a un malaise. Donc le malaise, à un moment donné, on grandit, on commence à prendre conscience. Surtout, on prend conscience, on se rend compte de ça. Bien sûr, à un moment donné, on est dans la banlieue, on est obligé de créer des moyens. Mais comment on va faire? On va dire aussi à nos enfants de s'intégrer aussi? Ouais, c'est ça. Après, les enfants de nos enfants, ils vont aussi s'intégrer, et ainsi de suite. Jusqu'à quand? Il faut que ce pays assume son histoire, et puis voilà. Quoi. Donc, et quand on est producteur, originaire des Dom-Tom, qu'on travaille en métropole et qu'on essaye de promouvoir des artistes comme Maman, comme Jal, comme Phil Darwin... Ou ben, sur d'autres événements qu'on peut faire, par exemple, en plus aujourd'hui... Ça se passe comment? Ça accueillit comment? Est-ce que c'est plus compliqué? Moi, je prends l'exemple, je vais revenir, il y a 4-5 ans avec Patson, pour trouver une salle de théâtre, pour jouer, c'était la mort. C'était la mort, ils ne voulaient pas nous faire confiance. Et c'est après, c'est comme le rap, c'est la même histoire que le rap. Quand tu regardes l'histoire des humoristes, le hip-hop, c'est la même histoire. Hein. Ils se sont battus, qu'on a vu, ils remplissaient des salles sans médias, sans de bouche à oreille. Et c'est ce que je dis souvent aux artistes, c'est qu'ils ont un talent, c'est-à-dire ils ne pourront jamais, comment dirais-je, leur talent, ça n'a pas de prix. Donc, il faut toujours croire en soi, il faut toujours se battre parce que c'est pas évident, parce qu'il faut toujours rester motivé. Moi, je casse les portes, histoire. Voilà, il faut moi, je sais qu'à une époque, j'étais dans la musique et c'était la même chose. J'avais un label où je produisais plein de trucs. Et depuis le temps que vous faites ce métier-là, est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué? Ben, oui, ça évolue, mais pour nous, c'est même pas normal. Il y a tellement de retard que, bien sûr, ça a évolué, mais il y a tellement de retard, c'est pas suffisant, quoi. Oui, ça a évolué. Au ralenti, quoi. Ouais, ça évolue à 2 à l'heure. C'est un beau pays, la France. Moi, j'adore ce pays. Moi, je suis un Français. Je kiffe ce pays. Mais je veux dire, le jour où les gens qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir, parce que ceux qui pourront changer, c'est ceux qui ont le pouvoir. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, quand quelqu'un va chercher un boulot, c'est celui qui embauche le responsable de ressources humaines. Si dans cette société, on représente la société telle que le pays il est, c'est là que le changement il vient. Et dans toutes les corps d'État, dans tous les corps. Au niveau des entreprises. Donc, ceux qui ont le pouvoir, le jour qu'ils vont décider de changer, ils pourront le changer. Maintenant, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas d'action concrète, il faut être pragmatique. Moi, je sais qu'un exemple sur le spectacle de Boudère, au départ, on prenait un théâtre, bon, on faisait notre promo, on faisait nos trucs, on avait la chance d'avoir eu un bouche-oreille qui marche jusqu'à maintenant, donc on profite de ça. Ça nous évite d'éviter de faire des trucs qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Et c'est marrant parce que les directeurs de théâtre, quand ils nous recevaient, c'était cool, quoi. C'était toujours pas de problème, bon bref. Et quand ils voyaient arriver des bandes de jeunes, c'était la panique totale, quoi. Ouais. Ils paniquaient total. Et en vrai, il ne se passait rien. Ils avaient une idée déjà préconçue. C'est juste des mecs qui viennent, qui sont pas habitués peut-être à aller au théâtre, à qui on a donné envie d'y aller. Moi, ça qui m'a fait kiffer. Moi, ça qui me fait kiffer sur ce spectacle, c'est que je tourne dans toute la France et je m'aperçois que la dernière fois au gymnase, je dis à un petit, tiens, éteins ton portable. Il me dit, ah bon? Il me dit, pourquoi? C'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il comprenait pas. Il fallait juste lui expliquer. Ouais, il fallait juste lui expliquer. Et c'est vrai que nous, quand on arrivait, il y avait une panique, mais elle ne durait pas longtemps, mais la panique, elle était... palpable. Elle était palpable, je le sentais. J'étais toujours allé les voir en leur disant, non, mais
Vous inquiétez pas. Tout ira bien, ils vont rien casser, tout va bien. Ce sont des citoyens il français, il va y avoir que du bonheur, quoi. Mais c'est vrai qu'au la départ, sécurité, tout va bien. c'est vrai qu'au départ, voilà, quoi, c'est pas évident, mais en même temps, voilà. Je vous propose juste de regarder un extrait d'un artiste que vous produisez. On le connaît bien ici, c'est Jal. Bah, allons-y. On regarde tout de suite. Beaucoup de Jal. Arrête la musique. Je sais ce que vous dites. Mais dis-toi, ce mec est un putain de danseur. Je sais, j'ai le groove, mec. C'est ma mère qui m'a retransmis le gène de la danse. Et oui, chez nous, les rebeux, les blacks, c'est la mère qui retransmet le gène de la danse. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est comme ça. Ah, je veux dire, chaque culture, chaque pays a son gène. Je veux dire, si tu prends le gène des Antillais, ils ont le gène de... C'est fermé, oh. Oui, la pause ferme à 18h. Mais moi, je ferme à 14h. Parce que le gène, j'ai pas envie de travailler. Et nous, les blacks et leurs rebeux, on a vraiment le gène de la danse. Et je suis sûr que vous êtes déjà posé des questions, tu sais, sur les mères africaines quand elles marchent dans la rue. Chérie, regarde. Je crois que la dame black, là-bas, est perdue. Si, parce que quand elle marche, elle va un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. En fait, il faut que je vous l'apprenne. Les mères blacks ne marchent pas. En fait, elles groovent. Je suis arrivé. Ma mère aussi utilise la danse, vous savez. Elle l'utilise, par exemple, lorsqu'elle négocie un prix au marché. En fait, elle fait une danse hypnotique pour embrouiller le vendeur. C'est combien, ça? Hein? 5 €? Ah, c'est cher quand même, hein? Allez, fais 1 €, tata. Fais 1 €, fais 1 €. Allez, fais 1 €. Crois-moi, avec une danse comme ça, tu fais tout à 1 €. Ma mère, elle est extraordinaire, mais en fait, je regrette un peu d'être là parce que j'aurais voulu faire danseur professionnel, rien que pour toi. Et en fait, de ça, mon conseiller d'orientation m'a dit, bouge pas, jeune homme. Tu as un avenir, c'est du solide. Ah bon? Oui, tu vas construire de belles et grandes choses. Mais à quoi vous le voyez? À tes mains, petit. T'as des belles mains de maçon. Extrait donc de l'Assemblée de l'humour, et c'était Jal qu'on a pu voir que vous produisez. Il y a un autre événement important qui arrive prochainement, que vous produisez. Ouais, c'est les Césaires de la musique, par rapport à un grand monsieur qui s'appelle Aimé Césaire. Qui nous a quittés. Qui nous a quittés malheureusement, mais il a fait un travail et on continue ce travail. Son héritage est là, ce qu'on appelle la négritude avec Senghor et tout. Donc nous on continue ce combat, comme dirait l'autre, le rêveur est mort mais le rêve continue, quoi. Et les Césaires de la musique, c'est quoi? C'est l'équivalent des Césars pour la musique? Les Césaires de la musique, maintenant, ça va devenir un mélange parce qu'on va l'appeler les Césaires pour la 3e édition. Ça aura lieu au Châtelet, Théâtre du Châtelet, où a lieu les Césars. Et il y aura une partie littérature, une partie pour le cinéma et une partie musique. Donc c'est des cérémonies de remise de prix pour tous les artistes afro-caribéens. C'est important ce genre de manifestation? C'est très très important ces genres de manifestations, on peut dire ce qu'on veut. Quand on regarde, que ce soit les victoires de la musique, c'est pas parce qu'on va nous mettre un noir là ou quand on en voit. Quand on en voit, ou bien on va regarder les Césars, je veux dire, pour eux, il n'y a pas de rôle pour les acteurs noirs. Pour les Arabes, ça va encore, il y en a un peu plus. Nous, on marche. Hein, les Arabes, ça marche encore. Moi, je le dis, hein, c'est bon, pour les Arabes, ça va. Hein, tu vois. On te dit, cite-moi... Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Cite-moi, il y en a quand même. Cite-moi quelques comédiens. Cite-moi des Renois, je te cite des Rebeux. Il ne peut pas. Moi des Rebeux, je peux lui en citer. Des Renois, je ne peux pas. Au niveau de la réalisation, c'est pareil. Donc oui, c'est très très important pour nous. C'est la 3e édition qu'on organise cet événement qui s'appelle les Césaires de la musique et qui s'appellera les Césaires cette année. Donc on est obligé de montrer à un moment donné, petit à petit, et puis après, peut-être dans 3 à 4 ans, on verra où ça en est. Mais on continue ce combat-là, bien sûr. Il faut montrer à nos jeunes qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable d'organiser des choses, bien sûr. Et que donc eux aussi. Et qu'on a du talent, et que la qualité est là, et nos artistes sont bons dans tous les domaines. Puis un autre événement également, le Zik Comic Show. Le Zik Comic Show, c'est pareil, ça va être un show où on va mettre sur scène les humoristes et les musiciens, un show en live avec pas mal de performances de demi-heure. Bon, moi, je veux savoir une chose. Est-ce qu'il y a Maman? Mais il y aura Maman et il y aura Boudère même pour le Zik Comic Show. Donc, non, t'inquiète pas, il y aura du beau monde, il y aura Phil Darwin. Non, ça va être vraiment quelque chose de bien. Et on aura, normalement... C'est pas le Jamel Comedy Club, hein? Ah non, ça n'a rien à voir. Non, ne commence pas à casser, c'est mon ami. Non, je ne me permettrai jamais de casser Jamel. Il a fait un travail... C'est qu'on est potes tous les deux. Il a fait un travail... Non, on peut pas casser. On est amis depuis 15 ans quand même. Non, mais je peux pas... C'est pas le Jamel Comedy Club? Non. Sinon, je serais pas venu. Le Zik Comic Show, ça s'appelle bien Zik Comic Show. C'est de la musique et de l'humour. Ok, d'accord. À découvrir. À découvrir bientôt. Ce sera dans une très très grande scène parisienne.
Merci beaucoup à tous les deux d'être Ah, venus. c'est moi qui te remercie. Vous revenez quand Vraiment. vous voulez. Je sais pas si je vais revenir. Moi, Il est méchant. Parce que tout simplement, Non, mais, moi, je on dit reviens. souvent les Noirs arrivent en retard. Ici, j'ai pas vu beaucoup de Noirs, mais je me fais commencer avec une On est heure de retard. majoritaire là-dessus. Moi, Donc voilà, moi, je c'était ma reviens, petite moi. parenthèse. Je sais pas à qui c'est destiné, je sais pas si elle entend, mais c'est pour elle. T'as rien à dire? Non, Il moi, est je méchant, hein. je On te va pas souhaite. le réinviter, Non, mais moi, je finalement. veux juste dire une chose, c'est que je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Moi beaucoup. aussi, je voulais te dire quelque Voilà. chose. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Pourquoi tu me répètes? C'est en marche. Non, c'est pas pareil que toi. Toi, ça t'as dit se fait beaucoup de pas. bonheur. Ouais, ça se fait Moi, pas. j'ai dit beaucoup de bonheur. C'est bon, Merci c'est tous fini. les deux. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre VIP Club. Si vous avez raté le début, vous allez sur le www.demain.fr pour avoir les horaires de diffusion sur la TNT et sur le câble. À bientôt. Club.